La phrase inaugurale du voyage, ça a débuté comme ça, est encadrée, à la fois initiée et terminée par le mot ça, c'est-à-dire encore par des points aveugles, des nuits. Le second ça désigne ce qui viendra dans l'immédiat, le premier ça, ce qui suivra plus tard. Le mot ça désigne ordinairement ce qu'il est superflu de nommer parce que nous l'avons sous les yeux. Mais nous n'avons encore rien vu. Nous ne verrons pas exactement. Nous entendrons surtout. Le roman, précisément donc, ne débute pas. Il s'annonce. Ou mieux, il place sa voix. C'est une sorte de la de premier violon. La trame du voyage n'est donc pas écrite, mais racontée plutôt qu'un récit a posteriori. Nous avons une voix inscrite dans le présent, en train de se dire, ou plutôt qui promet quelque chose. Elle n'a encore rien dit, ou si peu, qu'elle-même. Elle s'impose. Cette voix n'est pas, et c'est là sa grande particularité, n'est pas une oralité isolée ou sortie de la chaleur d'un dialogue. Elle est le déploiement du roman lui-même. Je n'insiste pas sur le caractère inédit, historique de ce parti pris. Je vais insister un tout petit peu, mais vraiment très peu. Parce que, en temps normal, je veux dire, les particularités de cette voix que je viens de vous lire, que vous venez d'entendre, une voix populaire, impropre, familière, et la voix elle-même sont jusqu'à Céline isolées, ou du moins introduites. Je pense au conseil, c'est un très bon conseil d'un nouvelliste américain qui s'appelle Ring Lardner, qui a une grande importance notamment pour Fitzgerald et pour Hemingway, qui conseillait, pour écrire des nouvelles, de commencer par une ligne de dialogue. Ça met tout de suite le lecteur dans le bain. Oui, il recommandait la chaleur du dialogue ou d'une parole rapportée pour bien commencer un récit. C'est autre chose que de faire de cette parole le cœur de l'ensemble de l'ouvrage. Quant aux caractéristiques de cette langue, elles ne sont pas exclusives. Les registres et le lexique du voyage sont variés, voire très souvent soutenus, jamais argotiques, pas dans le voyage. Céline ne savait pas encore l'argot, il l'apprendra plus tard, dans les années qui suivront, et avec un dictionnaire. Quant aux caractéristiques de cette voix, disais-je, elles ne sont là aussi pas isolées. Je veux dire qu'aucune langue classique, aucune langue académique, aucune langue propre, excusez-moi du mot, ne vient encadrer cette langue parlée. Une des inspirations les plus revendiquées par Céline, qui est un texte qui n'est plus tellement lu aujourd'hui, qui est sûrement daté, peut-être pour cette raison, c'est Le Feu d'Henri Barbusse, faisait parler les poilus, c'est un livre sur la Première Guerre mondiale, mais avec des paroles de poilus, avec un argot de poilus, mais il encadrait ces paroles dans un texte d'une facture classique. Alors, la rupture, elle se situe là. Je ne tiens pas à faire beaucoup d'histoire littéraire, mais je suis obligé, lorsque je m'attaque à un livre comme Le Voyage au bout de la nuit, à en faire un tout petit peu pour, du moins, asseoir, puisqu'il n'y a pas d'évidence en culture, son importance. 1932, c'est la date de parution du Voyage au bout de la nuit, est un commencement absolu, dont l'influence est la plus sensible sur toutes les créations à venir. Depuis Céline, on écrira toujours avec Céline, voire on écrira aussi du Céline. Et la vanité de Céline ne sera pas indemne de cette réalité sans commune mesure. Si nous prenons l'autre grand artiste du XXe siècle, qui est Marcel Proust, on peut discuter de la valeur de l'une et l'autre des œuvres, mais il est certain, il me semble, que l'œuvre de Céline a une influence sur les artistes qui suivent bien plus grande que Proust. Proust est incommensurable pour lui. Céline est énorme pour les autres. Et il déclarera, sans mentir, ça lui arrive de mentir, mais il déclarera que le projet conscient de sa littérature était de rendre
les autres illisibles. Alors, 1932 avec 1857, ce sont, selon moi, les deux dates de la littérature française qu'il faut retenir. Encore une fois, il n'y a pas d'évidence, alors je précise, ce qui s'est passé en 1857, c'est l'apparition des Fleurs du Mal et de Madame Bovary. En quelques mots, je dresse l'écho, c'est un mot un peu faible, pour dire le succès national, international, le succès critique et commercial du Voyage au bout de la nuit. Pour vous donner une idée de l'ampleur critique de la réception du voyage, je pourrais vous dire que ça va de Trotsky à Bernanos, de Mauriac à Bataille, Georges Bataille. C'est un succès dont on doit s'efforcer d'imaginer le tocsin en se souvenant qu'il s'agit aussi déjà, dès les premières minutes, d'un succès de scandale. Vous savez que le scandale, c'est bon pour le succès. Et dès le début, avec Céline, c'était déjà le scandale. Ça a failli coûter au prix Goncourt sa vie lui-même, puisque le prix Goncourt, semblait-il, lui était attribué. Et puis, on sait bien que les prix littéraires, c'est un arrangement en amont. Et là, ça s'est vu un peu beaucoup. Jamais il n'est apparu plus clairement qu'avec le voyage que les prix étaient des arrangements entre gros éditeurs. Et puis déjà, c'était déjà comme aujourd'hui, c'était Gallimard qui a remporté le prix avec un roman qui s'appelle Les Loups de Guy Mazeline. Je mets au défi n'importe quelle librairie de France d'avoir Les Loups de Guy Mazeline. Hein. Il y a un article d'ailleurs très touchant de Guy Mazeline dans le Cahier de Lerne de Céline dont je vous recommande la lecture. Et le pauvre, je ne veux pas, c'est peut-être un artiste respectable, mais il n'a pas eu de chance sur le coup. Et il écrit un article qui s'appelle Mon ami Bardamu, bon, qui est touchant. Bon, succès intemporel enfin. Et le premier à survivre à l'interdit qui frappera Céline après la Seconde Guerre mondiale. Le voyage reparaît en 1947. Et quand il l'évoquera dans ses lettres, Céline parlera, en parlant du voyage et de l'argent que ça lui rapporte, c'est important pour Céline, que c'est une ferme magique qui tourne toute seule. Bon, revenons à cette première phrase. Elle a son importance et elle me semble tout à fait programmatique. Elle me semble même contenir tout le développement du voyage et au-delà, tout l'épanouissement futur de l'œuvre entière de Louis-Ferdinand Céline. À l'aube du voyage, qui, vous l'avez compris avec les petits indices que je vous ai donnés, est lui-même une aube dans l'histoire littéraire de notre pays. Ça a débuté comme ça. Nous ne voyons rien. Et nous entendons une voix qui nous dit encore rien de vraiment substantiel, des badineries, des histoires de passantes, d'œufs à la coque, de pourboires pingres et de la différence du soleil et de la pluie, rien du tout, qu'une langue. En somme, nous sommes, en tant que lecteurs, à peu près dans la situation des cuirassés, à la recherche de Barbanie. C'est au début du voyage. Alors je vais vous lire deux petits passages qui se font formidablement bien, qui dialoguent forcément très bien. Le personnage, Bardamu, est donc un cuirassé. Hein. Donc là, les cuirassés, il va y avoir le repas de l'officier, et donc le sous-officier qui va partager le repas de l'officier, bon, leur dit d'aller voir ailleurs, parce que ça dérange la vue de l'officier d'avoir forcément des cuirassés qui attendent là sans savoir rien faire. On est à la guerre, il faut un peu de tenue. Allez-vous-en tous, allez rejoindre vos régiments, et vivement, qu'il gueulait. Où qu'il est le régiment, mon commandant, qu'on demandait, nous. Il est à Barbanie. Où que c'est, Barbanie? C'est par là. Par là où il montrait, il n'y avait rien que la nuit. Comme partout d'ailleurs, une nuit énorme qui bouffait la route à 2 pas de nous, et même qu'il n'en sortit du noir qu'un petit bout de route, grand comme la langue. Et puis un petit peu plus tard, c'est avec un autre cuirassé que Bardamu parle, c'est un breton. « Dis donc, Kersuzon, que je lui dis, c'est les Ardennes ici, tu sais. Tu ne vois rien, toi, loin devant nous?
Moi, je vois rien du tout. C'est tout noir comme un cul, qu'il m'a répondu, Kersuzon. Ça suffisait. Dis donc, t'as pas entendu parler de Barbanie, toi, dans la journée? Par où c'était que je lui ai demandé encore? Non. Et voilà. C'est à peu près la même situation pour nous, car la voix qui s'écrit, la voix que nous lisons et qui ne nous désigne qu'un point aveugle, qu'un mot qui est à peine un mot, ou plutôt un mot dans lequel entrent tous les autres mots, ça. Pourtant, cette voix porte une promesse, plus prometteuse qu'un cul, par exemple, ou que la mort subite d'une balle de fusil allemand, fusil Mauser. Il faut savoir, oui, que les Allemands ont inventé le clic-clic qu'on connaît au fusil. Ça vient de Mauser. C'était des très bons fusils, meilleurs fusils que les nôtres. Une promesse plus large et plus lointaine que tout ça. Oui, c'est un voyage au bout de la nuit. Alors c'est une voix programmatique, presque prophétique. C'est cette promesse, ce programme, cette quasi-prophétie qui fait que la voix porte. Même en ne désignant rien, on n'écoute jamais ce qu'on nous dit, même si cela est intéressant, et puis après tout c'est toujours intéressant, ni la façon dont on nous le dit. Aucune verve, aucun génie ne réussit à tenir un discours dans lequel on ne situe aucune promesse. On écoute toujours ce qu'on nous promet de nous révéler en ce moment précis. Vous écoutez surtout une perspective sur le voyage, un secret sur ces lignes que je vous promets implicitement à chaque seconde de débrouiller. En ce moment précis, pardon, j'ai relu la même ligne. Alors, c'est le lointain qui compte, la perspective. Et il y a une référence étonnante dans le voyage. Je vous lis, c'est très très court. C'est page 80. Il va parler d'un peintre, un peintre très classique, un peintre même peut-être plus classique que tous les classiques, Claude Lorrain. On n'est pas obligé de savoir qui est Claude Lorrain. Claude Lorrain, c'est un peintre de paysage. Et Céline en parle très brièvement. Il faut croire, Claude Lorrain, les premiers plans d'un tableau sont toujours répugnants, et l'art exige qu'on situe l'intérêt de l'œuvre dans les lointains, dans l'insaisissable, là où se réfugie le mensonge, ce rêve pris sur le fait, et seul amour des hommes. Alors, au même titre que les perspectives de Claude Lorrain, et vous allez voir, il suffit de regarder quelques tableaux de Claude Lorrain, c'est assez joli, hein, ce qui compte, en effet, ce sont ces lointains. Alors, ce lointain, c'est la promesse, c'est ce bout de la nuit du titre. Ce qui n'a pas encore été, ce qu'on ne voit pas, cette nuit, constitue donc la clé de voûte de l'œuvre, son point de référence, son centre de gravité. C'est grâce à ce lointain, à cette perspective, que l'œuvre tient, que la voix continue et qu'on continue de la lire. Alors, plus qu'un anus, en l'occurrence, je crois que la nuit, ce point aveugle, ce lointain insaisissable, si elle devait être un organe, elle serait le nombril du voyage. Elle partage avec le nombril le rôle de point de départ, d'identité. Puisque nous ne voyons rien, nous allons y regarder de plus près. Mais elle partage aussi avec lui son caractère spiralé, car comme l'absorption de l'eau d'un évier dans une bonde, la voie du voyage est tapée par le fond de la nuit. Lorsque la voie s'arrêtera, ce sera la Seine et les remorqueurs et les écluses qui disparaîtront dans un fond noir forcément, qui, puisqu'il s'agit d'un roman raconté, se terminera exactement par cette phrase qu'on n'en parle plus. Je vous lis la fin parce que c'est beau. De loin, le remorqueur a sifflé, son appel a passé le pont, encore une arche, une autre, l'écluse, un autre pont, loin, plus loin. Il appelait vers lui toutes les péniches du fleuve, toutes, et la ville entière, et le ciel et la campagne, et nous, tout qu'il emmenait, la Seine aussi, tout, qu'on n'en parle plus.
La nuit n'est donc pas un cadre ou un décor, comme ça a pu être le cas pour les recueils de Paul Morand ouverts la nuit et fermés la nuit. Le voyage n'est ni diurne ni nocturne. Les notions climatiques, vous l'avez bien compris, de jour et de nuit n'ont dans ce roman aucune importance. J'arrêterai une définition forcément fautive du mot nuit dans Le voyage au bout de la nuit à ceci: ce qui nous interdit de voir, ce qui nous fait mieux entendre. Tout le voyage repose sur cette loi acoustique. On entend mieux lorsqu'on ne voit pas. Les bruits deviennent des choses. La jungle africaine, chez Céline, ce sont des bruits. Allons plus loin. Soyons aussi aveugles que Robinson, après son assassinat manqué, est retourné contre lui et ses yeux. Oui, Robinson a essayé de tuer Madame Enrouille, et puis, bon, le truc n'était pas tellement au point, ça lui a sauté à la tronche, et il a les yeux en charpie. Je m'arrête un temps avant de citer Robinson pour vous parler un tout petit peu de ce qu'il représente. Robinson est le double de Bardamu. C'est un principe narratif très très ingénieux, puisque si une parole peut se continuer, il lui faut bien entendu cette perspective, mais elle se continue encore mieux, son plat et son mouvement est plus délié, si elle a un questionnement, une contradiction. Vous imaginez bien qu'il m'a fallu dialoguer avec moi-même pour composer cette conférence. Dans les versions primitives du Voyage au bout de la nuit, Robinson et Bardamu sont une seule et même personne. Céline a pu écrire Le Voyage parce qu'il a créé Robinson. Alors écoutons ce que dit Robinson, qui est aveugle à ce moment du roman. Il dit bien que dans la nuit, sans voir, nous voyons mieux. Je le cite. D'avoir les yeux comme ça fermés, ça fait penser qu'il notait. Ça défile. On dirait qu'on a un cinéma dans le citron. Point de départ. Je précise quand même une dernière chose sur Bardamu. Ça aura son sens pour la suite dans ce que je développerai un petit peu plus tard. Bardamu est le double tentateur. Il est une parole, un corps pas tout à fait assumé de Céline, et cette parole de Robinson est celle qui fait taire Bardamu, celle qu'il n'ose pas dire, mais vers laquelle il tend. Donc, cette nuit, point de départ et point de fuite, perspective et architecture du roman, la nuit est à l'image du ça. Mais elle est plus que ça, néanmoins. Elle n'est pas seulement ce qu'on ne nomme pas, par commodité circonstancielle, par politesse. Elle est précisément l'innommable, la monstruosité même, le tréfonds de l'âme des hommes et la source de tous leurs maux. On peut écrire d'ailleurs dans cette phrase mots de deux façons, M-O-T-S ou M-A-U-X. Elle est la source de tous leurs maux. Elle est plus qu'une nuit, elle est le bout de la nuit. L'écriture chez Céline est une caisse de résonance. Une caisse de résonance des plaintes et des horreurs des hommes. Elle n'a pas d'autre légitimité que celle de recevoir leurs cris, de les amplifier pour en tirer toutes les visions mentales nécessaires à une connaissance de l'homme un tant soit peu vraie, crédible et sérieuse. Il y a une profession de foi qu'on lit dans Le Voyage à de nombreuses reprises, j'ai dû choisir, et qu'on retrouvera à travers toute sa correspondance et à travers toute son œuvre. Elle ne variera plus, les mots seulement changeront. Je vous la lis. La grande défaite en tout, c'est d'oublier. Et surtout ce qui vous a fait crever, et de crever sans comprendre. Jamais jusqu'à quel point les hommes sont vaches. Quand on sera au bord du trou, faudra pas faire les malins, nous autres. Mais faudra pas oublier non plus. Faudra raconter tout, sans changer un mot de ce qu'on a vu de plus vicieux chez les hommes, et puis poser sa chic, et puis descendre. Ça suffit comme boulot pour une vie tout entière. C'est une morale d'écrivain, c'est une morale tout court d'ailleurs, de porte-voix. L'écrivain
Sélinien est celui qui amplifie ce que ne veut pas entendre. Il y a une scène d'écriture, à proprement parler, dans Le Voyage au bout de la nuit. Les voix s'y déploient et grossissent comme dans des canalisations. Comme si nous avions l'oreille levée contre l'aboutissement d'un tuyau de poêle. L'écrivain est en retrait, dans le coin le plus obscur. C'est presque une ombre. Il se nourrit de légumes fades. Et dans son vide, comme dans le coffre d'une cloche, viennent résonner les voix. Le passage que je vais vous lire est un peu long, mais il me semble capital. C'est le passage le plus long que je lirai ce soir. Mais je crois, en effet, qu'on y entend le processus même d'écriture du Voyage au bout de la nuit. Je dis c'est un peu long, mais c'est une coquetterie, parce que je crois que vous allez vous amuser. C'est croustillant. À force de me faire du mauvais sang et de passer entre les averses glacées de la saison, je prenais plutôt l'air d'une espèce de tuberculeux à mon tour, fatalement. C'est ça qui arrive quand on doit renoncer à presque tous les plaisirs. De temps en temps, j'achetais des œufs par-ci par-là, mais mon régime essentiel, c'était en somme les légumes secs. Ils mettent longtemps à cuire. Je passais à surveiller leur évolution des heures dans la cuisine après ma consultation. Et comme je demeurais au premier, j'avais de cet endroit un beau panorama d'arrière-cour. Les arrière-cours, c'est les oubliettes des maisons en série. J'ai eu bien du temps à moi pour la regarder, la mienne d'arrière-cour, et surtout pour l'entendre. Là viennent chuter, craquer, rebondir les cris, les appels des 20 maisons en pourtour, jusqu'aux petits oiseaux des concierges en désespoir qui moisissaient en pépiant après le printemps qu'ils ne reverront jamais dans leur cage, auprès des cabinets, qui sont tous groupés, les cabinets là dans le fond de l'ombre, avec leurs portes toujours déglinguées et ballantes. 100 ivrognes mâles et femelles peuplent ces briques et farcissent l'écho de leurs querelles vantardes, de leurs jurons incertains et débordants après les déjeuners du samedi surtout. C'est le moment intense dans la vie des familles. Avec la gueule on se défie et des verres plein le nez, papa manie la chaise, faut voir, comme une cognée, et maman le tison comme un sabre, gare aux faibles alors. C'est le petit qui prend. Les torgnoles aplatissent au mur tout ce qui ne peut pas se défendre et riposter, enfant, chien ou chat. Dès le 3e verre de vin, le noir, le plus mauvais, c'est le chien qui commence à souffrir. On lui écrase la patte d'un grand coup de talon, ça lui apprendra à avoir faim en même temps que les hommes. On rigole bien à le voir disparaître en piaulant sous le lit comme un éventré. C'est le signal. Rien ne stimule les femmes éméchées comme la douleur des bêtes. On n'a pas toujours des taureaux sous la main. La discussion en repart, vindicative, impérieuse, comme un délire. C'est l'épouse qui mène, lançant au mal une série d'appels aigus à la lutte. Et après ça, c'est la mêlée. Les objets cassés se morcellent. La cour recueille le fracas, l'écho tourne autour de l'ombre. Les enfants, dans l'horreur, glapissent. Ils découvrent tout ce qu'il y a dans papa et maman. Ils attirent sur eux la foudre en gueulant. Je passais bien des jours à attendre qu'il arrive ce qui arrivait de temps à autre au bout des séances ménagères. C'est au 3e, devant ma fenêtre, que ça se passait, dans la maison de l'autre côté. Je ne pouvais rien voir, mais j'entendais bien. Il y a un bout à tout, ce n'est pas toujours la mort, c'est souvent quelque chose d'autre et d'assez pire, surtout avec les enfants. Ils demeuraient là, ces locataires, juste à la hauteur de la cour où l'ombre commence à pâlir. Quand ils étaient seuls, le père et la mère, les jours où ça arrivait, ils se disputaient d'abord longtemps et puis survenait un long silence. Ça se préparait. On en avait après la petite fille d'abord, on la faisait venir. Elle le savait,
Elle pleurnichait tout de suite. Elle savait ce qui l'attendait. D'après sa voix, elle devait bien avoir dans les 10 ans. J'ai fini par comprendre, après bien des fois, ce qu'ils lui faisaient tous les deux. Il l'attachait d'abord. C'était long à l'attacher, comme pour une opération. Ça les excitait. Petite charogne qu'il jurait, lui. Ah, la petite salope qu'elle faisait la mère. On va te dresser, salope, qu'ils criaient ensemble. Et des choses qu'ils lui reprochaient. En même temps, des choses qu'il devait imaginer. Il devait l'attacher après les montants du lit. Pendant ce temps-là, l'enfant se plaignotait comme une souris pris aussi piège. T'auras beau faire, petite vache, t'y couperas pas, va, t'y couperas pas, qu'elle reprenait la mère. Puis, avec toute une bordée d'insultes, comme pour un cheval, tout excité. Tais-toi, maman, que répondait la petite doucement. Tais-toi, maman, bats-moi, maman, mais tais-toi, maman. Elle n'y coupait pas et elle prenait quelque chose comme raclée. J'écoutais jusqu'au bout pour être bien certain que je ne me trompais pas, que c'était bien ce qui se passait. J'aurais pas pu manger mes haricots tant que ça se passait. Je ne pouvais pas fermer la fenêtre non plus, je n'étais bon à rien. Je n'étais bon à rien, pardon. Je ne pouvais rien faire, je restais à écouter seulement, comme toujours, partout. Cependant, je crois qu'il me venait des forces à écouter ces choses-là, des forces d'aller plus loin, des drôles de forces, et la prochaine fois, alors, je pourrais descendre encore plus bas. La prochaine fois, écouter d'autres plaintes que je n'avais pas encore entendues ou que j'avais du mal à comprendre avant, parce qu'on dirait qu'il y en a encore toujours au bout des autres des plaintes, encore qu'on n'en a pas encore entendues ni comprises. Quand ils l'avaient tellement battue qu'elle ne pouvait plus hurler, leur fille. Elle criait encore, un peu quand même à chaque fois qu'elle respirait d'un petit coup. J'entendais l'homme alors qui disait à ce moment-là « Viens-toi, grande, vite, viens là, tout heureux ». C'était à la mère qu'il parlait comme ça, et puis la porte d'à côté claquait derrière eux un jour. C'est elle qui lui a dit, je l'ai entendu, « Ah, je t'aime, Julien, tellement que je te boufferais ta merde, même si tu faisais des étrons grands comme ça. » C'est ainsi qu'ils faisaient l'amour tous les deux, que m'a expliqué leur concierge. Dans la cuisine, ça se passait contre l'évier. Autrement, ils n'y arrivaient pas. C'est peu à peu que j'ai appris toutes ces choses-là sur eux dans la rue. Quand je les rencontrais tous les trois ensemble, il n'y avait rien à remarquer. Ils se promenaient comme une vraie famille. Lui, le père, je l'apercevais encore quand je passais devant l'étalage de son magasin, au coin du boulevard Poincaré, dans la maison Chaussures pour pieds sensibles, où il était premier vendeur. Le bout de la nuit est donc l'envers de l'hypocrisie lumineuse de la façade. En un mot, ces voix qui résonnent dans la pénombre sont les voix de l'inconscient, du cachet énorme qui nous agit et face auquel les normes sociétales tombent, s'effritent, enfin en tout cas sont forcément trop étroites. Il faut bien savoir que Céline se passionna pour la révolution psychanalytique, la documentation dont il se servit pour l'hommage à Zola, qui est un discours qu'il prononça juste après la parution du Voyage, est essentiellement issue des œuvres de Freud qu'on traduit à cette époque-là. Céline est médecin, alors ça le touche d'autant plus, j'imagine. Le Voyage est à peu près contemporain, donc des parutions des œuvres de Freud en français. La mort et le sexe sont les deux fondamentaux des voies. J'ai noté qu'on retrouve deux glouglous de sang dans le Voyage. Le premier, celui de la tête décapitée du colonel des entrailles, et le deuxième, celui du vagin d'une femme qui s'est avortée toute seule, clandestinement. Pour finir d'esquisser ce point, je conseille de lire les lettres de Détouche, celui qui n'est ni encore médecin ni encore Céline, qui est en Afrique et qui écrit à une de ses amies, dont le nom m'échappe là tout de suite, mais avec lequel il a une sorte de petit débat sur la guerre. Et la femme tient absolument à démontrer que c'est la femme qui a peint un de ses portraits de jeunes, je ne me souviens plus de son nom. Mais enfin, elle veut y croire, elle dit les soldats qui sortent de la tranchée et qui vont se battre, ils se battent par patriotisme pour la France, etc. Et Céline insiste bien sur ce point, sur le fait que non, ils se battent parce qu'ils manquent de sommeil, parce qu'ils sont comme sous hypnose, parce qu'ils sont tout à fait dans une expression
de l'inconscient, dans une pulsion de mort. La guerre chez Céline, c'est ça. C'est tout simplement une pulsion de mort. Alors, cette vue, elle est aveugle, mais elle est surtout clairvoyante. Il y a donc ce pessimisme vocal, et cette nuit, qui constitue donc l'architecture du voyage, c'est cette architecture, cette nuit, ce bout de la nuit, qui fait du voyage une œuvre finie, dont on aurait tort de croire que le caractère éternel, du moins presque séculaire, puisque 1932 à 2014, on approche, tient à ce qu'on appelle trop légèrement un style. C'est-à-dire, en somme, comme si la valeur du voyage au bout de la nuit, sa vivacité, tenait à ses fautes de français, à son vocabulaire ordurier, à sa réalité banlieusarde, en un mot, à ce ton titi parisien, de fauvorien, qui n'a pourtant mené si loin et si longtemps aucun écrivain. Je vais citer quelques petits noms qui me sont venus lorsque je composais cette conférence. Albert Parras, Antoine Blondin, Albert Simonin, Jean Meckert. Ce sont de bons écrivains, mais enfin, la mesure n'est pas tout à fait la même. Alors, le voyage est étonnamment classique. Et lorsque je dis classique, j'emploie cet adjectif au sens où j'ai pu l'employer pour Claude Lorrain. Quoiqu'avec ironie, je rappelle que dans la première page du Voyage au bout de la nuit est revendiquée Littré. Quoiqu'avec ironie encore, mais c'est pas anodin. Si l'on cite, vous savez, Littré, c'est le dictionnaire littéraire par excellence, et c'est le dictionnaire de la langue classique. D'ailleurs, j'ajoute à cela que toutes les références littéraires dont Céline voudra bien se revendiquer seront systématiquement classiques. Et quand je dis classique, c'est du XVIIe siècle. Saint-Simon. Donc le voyage tient parce qu'il construit une caisse de résonance nocturne, un principe d'écho lugubre, où l'amour partagé, il n'y en a qu'un seul. La seule figure véritablement positive du voyage, c'est Molly. L'amour est déjà toujours quitté. En tout cas, l'amour n'a de valeur dans le voyage qu'en tant qu'il peut laisser entendre une plainte. Les justes sont déjà perdus dans la nuit, on trouve un juste dans le voyage. Il s'agit de cet officier de la coloniale qui envoie de l'argent à sa petite nièce en France, qui est malade et à laquelle il veut apprendre à faire du piano. Donc, il me semble que pour aborder l'art célinien, il faut davantage suivre les théories des classiques du XVIIe siècle que celles du roman vert de Montmartre. Quand je dis vert, c'est parce qu'on appelle l'argot la langue verte. Il y a là la même différence entre le costume et le squelette. Le bout de la nuit, aveugle et vocal, révélateur, je crois que vous l'avez compris, est le squelette. Beson, la banlieue, c'est un simple costume. Au mieux, c'est un costume dans lequel Céline se sent bien. Je dois ici souligner qu'en 1932, l'époque, et c'est un succès qui s'est prolongé longtemps, l'époque c'est à la mode ce ton titi parisien. Je vous rappelle qu'une des impulsions du voyage revendiqué par Céline, c'est l'apparition d'Hôtel du Nord, qui donnera suite au film que vous connaissez avec Arletty. C'était une sorte de mode. Et puis pour Céline, je crois finalement que ce ton, cet environnement, ce vocabulaire, c'est finalement une sorte de tropisme un peu chauvin et qui est étranger, enfin qui n'a pas vraiment à voir avec l'art de Céline. Et d'ailleurs, dont il pourra se passer dans certains textes. Je pense à Guignolsborn par exemple. Donc, ce qui me semble important, et je devrais avoir bien sûr beaucoup plus de temps pour développer cela, donc de ce squelette de cette nuit, Céline tire un procédé qui sera, quant à lui,
l'une des clés de voûte de l'œuvre à venir. Puisque, au-delà de l'exotisme de la langue verte et du ton de comptoir, l'aveugle qui voit, enfin l'aveugle qui ne voit pas d'abord, mais qui est donc clairvoyant, je crois que c'est clair, nomme les choses. Et la liberté d'interprétation que lui offre sa cécité fait de lui un créateur inespéré. C'est cette voie que trace Céline. Et là encore, vous pouvez écrire voie comme vous voulez, VOIE ou VOIX, avec le voyage. Et qu'il continuera toujours de travailler dans les œuvres ultérieures, de façon beaucoup plus aboutie. Ce qu'il nommera un délire maîtrisé, le délire maîtrisé, pardon. C'est-à-dire cet emploi décalé du mot ou la désignation plus de cœur que de raison d'une chose, ce petit jeu qu'il y a dans la désignation. C'est une des richesses les plus profondes et les plus inspirantes, selon moi, chez Céline. La carambouille sorcière des choses, il appelle ça comme ça. C'est cet art-là de dire des mots qui n'ont aucun sens, mais qu'on comprend très bien. J'ai dit le mot voix un très très grand nombre de fois, je n'ai pas encore dit style. L'orthographe est finalement toujours le plus savant. Une voix et plusieurs voix, ce sont les mêmes lettres. Je vais vous confier que Le Voyage au bout de la nuit est le seul livre proprement polyphonique de Louis-Ferdinand Céline. Le voyage ne parle pas d'une seule voix. Il y a Arthur Ganat d'abord, qui disparaît tout aussi bien, puisque, encore une fois, Arthur Ganat comme Robinson, qui est lui le grand double, le double tentateur, celui qui révèle la voix, celui qui parle, qui dit ce que Bardamu n'ose pas dire, c'est-à-dire encore ce que Céline n'ose pas encore affirmer comme sa propre voix, mais il approche de cette voix qui viendra, avec le reste de l'œuvre, à se condenser, à s'unifier pour devenir cette voix célinienne de Céline, dont l'intuition la plus sûre dans le voyage est, je crois, la vieille Enrouille. La vieille Enrouille est le seul personnage qu'on ne contredit pas et qui revient toujours pour parler. Je crois que Louis-Ferdinand Céline a eu la révélation de ce auquel il aboutira avec le personnage de la vieille Enrouille. En dépit de ses particularités savoureuses, donc argot, trouvailles, mots valises, interjections, c'est dans la nuit du voyage que la voix esquisse le moyen de se hisser aux hauteurs du style. Il faut bien comprendre que le style est une totalité. Il abonde dans un sens, il rassemble et se reconnaît au mot près. On confond trop souvent le style d'un écrivain avec sa phrase, ou son ton, ou l'habitude de ses sujets, ou de ses trames. Avec la vanité qu'on lui connaît, Céline disait « Ah, mais monsieur, c'est rare, un style ». Quand on lui demandait s'il considérait que des contemporains avaient un style comme lui, il disait « Non, c'est rare, un style, il n'en arrive qu'un ou deux par génération, et encore ». Le style en art est tout cela à la fois. Je veux dire, les phrases, le ton, l'habitude des sujets, etc., mais encore bien des choses. Un phraseur en verve, un constructeur d'intrigues perverses, un chroniqueur fantasque, un témoin historique. Tout cela peut indépendamment créer, je crois, un excellent roman, mais il faudra que ces pièces rapportées convergent toutes ensemble pour prétendre au mot style. On ne mesure pas le sacrifice d'un artiste qui invente un style. Et c'est particulièrement le cas pour Céline. Il doit devenir lui-même son propre personnage. Je le cite de mémoire, et je ne peux pas vous citer la lettre exacte, mais c'est une lettre tardive, je dirais après la Seconde Guerre mondiale. Céline dit « Je finis ma vie en littérature ». Il a 40 ans passés quand il écrit Les Voyages. Et il redit dans une autre lettre « Les autres font une différence entre la littérature et la vie, mais je n'en fais aucune ». Donc le voyage est encore des voix qui ne sont pas unifiées, qui ne sont pas arrivées au style célinien.
Mort à crédit est selon moi le point de passage de la voie hostile, la conversion. Je crois d'ailleurs que pour nous autres lecteurs de Céline, la lecture de Mort à crédit est une conversion. C'est avec Mort à crédit qu'on devient célinien. Les romans qui suivent nourrissent cet art de la lecture nouvellement acquis, et je crois qu'après avoir lu Mort à crédit, Le Voyage et Mort à crédit, on peut lire tous les autres livres de Céline simplement pour avoir cette voix, ou plutôt ce style. Alors je n'ai jamais lu cette idée nulle part, alors ce doit être la mienne, elle demande à être étayée plus longuement, et j'aurais peur, après tout le temps que vous m'avez déjà accordé, de n'être pour vous qu'un motif de fatigue, ou d'empoisonnement, une sorte de somnifère, ou un gros obus d'hypérite. C'est le gaz moutarde. Aussi, vais-je condenser, ça va être un peu sec, mais au moins ça vous donnera des perspectives, vais-je condenser mon propos en 6 phrases, serré comme un pavé, et puis je l'envoie et vous vous débrouillez avec. La nuit du voyage est l'intuition originelle d'une voix qui ne trouvera son unité et sa puissance rassemblée que dans Mort à crédit. L'aveuglement, la rage de réprouver issue de cette nuit poussera cette voix au bout d'elle-même, jusqu'au style. Elle changera le docteur Destouches en Céline, révélera Céline sous Bardamu. L'histoire sordide du XXe siècle, nuit pour le coup profonde, totale, finira de pousser ce style hors de toute dépendance, hors de tout point de référence, morale, politique, humaine, de toute prudence et de toute raison. C'est avec cette énergie du style que seront torchés les pamphlets. Je dis torchés, j'ai pesé mon mot. Un roman de Céline prend en moyenne 3 ans à être écrit. Il écrit les pamphlets en quelques semaines. Céline écrivit dans la préface de 47 au Voyage que Le Voyage est le seul livre méchant qu'il ait jamais écrit. Alors c'est une époque où il doit dire que finalement, bon, il y a des livres un peu plus méchants qu'il a écrits. Mais je veux bien le croire, puisqu'il y change le monde en ombre, c'est-à-dire en nuit, c'est-à-dire en quelque chose d'aveugle, en quelque chose d'inconsistant, d'insaisissable, c'est-à-dire encore comme une simple amorce, comme un simple prétexte au développement d'un pouvoir de création verbale. Ça sera la dernière phrase, de la voix au style, pour point de départ, les yeux fermés, la nuit. J'aurais pu arrêter là, et pourtant, enfin, est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que ça fait... Est-ce que je peux, en fait, vous offrir quelque chose qui vous fera entendre mon propos et qui l'illustrera peut-être beaucoup mieux que ce que je pourrais m'efforcer d'expliquer. Alors, je vais vous lire la première page de Bagatelle pour un massacre. Je m'engage à ce qu'il n'y ait aucune... Enfin bon, voilà. Enfin, en tout cas, il n'y a pas le mot juif dans ces pages, mais vous allez, je crois, entendre de façon saisissante ce style. Et puis après, je vous dirai les 2 premières pages de D'un château l'autre. Et là, vous entendrez clairement ce style. Et vous pourrez juger de l'écart stylistique qu'il y a entre l'écriture des pamphlets et celui des romans. Vous savez, je crois que ça arrange bien la mémoire de Céline que ces pamphlets n'existent plus dans le commerce. Il y a des pages qui sont très savoureuses, mais ce n'est pas au niveau de ces romans, bien entendu. Et puis, je vais vous dire le début donc D'un château l'autre. Pour parler franc, là, entre nous, je finis encore plus mal que j'ai commencé. Oh, j'ai pas très bien commencé. Je suis né, je le répète, à Courbevoie, Seine. Je le répète pour la 1000e fois, après bien des allers-retours. Je termine vraiment plus mal. Il y a l'âge, vous me direz, il y a l'âge. C'est entendu, à 63 ans et mèche, il devient extrêmement tardu de se refaire à une situation je vous oubliais. Je suis médecin à la clientèle médicale. De vous à moi, confidentiellement, et pas seulement affaire de science et de conscience, mais avant tout, par-dessus tout, de charme personnel. Le charme personnel, passé 60 ans,
Vous pouvez encore faire un mannequin, un potige au musée peut-être, intéresser quelques maniaques chercheurs d'énigmes, mais les dames, le barbon tiré 4 épingles, parfumé, peinturé, laqué, épouvantail, clientèle, pas clientèle, médecine, pas médecine, s'il est tout cousu d'or, encore toléré, mais le chenu pauvre à la niche. Écoutez un peu les clientes au gré des trottoirs, des boutiques. Il est question d'un jeune confrère. Oh, vous savez, madame, quels yeux ce docteur. Il a compris tout de suite mon cas, il m'a donné de ses gouttes à prendre, midis et soirs, quelles gouttes. Ce jeune docteur est merveilleux. Mais attendez un peu pour vous, qu'on parle de vous, bossu, édenté, crachoteux, bossu, votre compte est réglé, le babil des dames est souverain, les hommes torchent les lois, les dames s'occupent que du sérieux, l'opinion, vos clientèles... Vos femmes sont débiles mentales, idiotes à bramer, d'autant mieux. Plus elles seront bornées, butées très rédhibitoirement connes, plus souveraines elles sont. Rengainez votre blouse et le reste, on m'a tout volé à Montmartre, tout. Je le répète, je ne le répéterai jamais assez, des gens, libérateurs, vengeurs, sont entrés chez moi par effraction et ils ont tout emmené. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.